Bonjour à tous. Je suis très heureuse et émue d'être ici parmi vous et très reconnaissante à tous les amis de la Maison du Banquet. Je prends la parole avec timidité, après Sophie Vanish, qui a parlé avec tant de hauteur et de gravité hier, avant Jean-Claude Milner, à côté de Patrick Boucheron, avec timidité et prudence donc, mais aussi avec conviction, parce que je suis convaincue que l'effort littéraire, qui est un effort quant à nos mots, un effort pour dire juste, c'est-à-dire pour phraser avec justesse et pour traiter avec justice, je suis convaincue donc que cet effort littéraire a sa part dans la qualification et le jugement du présent. J'ai donc changé de titre, mais pas de sujet. Je parlerai bien des bords en plein centre, c'est-à-dire des campements des réfugiés. Mais j'ai voulu mettre en avant ce couple de verbes, de dispositions, de façon de se tenir devant les informations, les images et surtout les destinées qui nous parviennent, en mettant donc en avant ces deux verbes, sidérer, considérer. Je pensais avant tout vous parler des quais de la Gare à Paris, où s'est établi pendant quelques mois un camp de migrants et de réfugiés qui a été détruit en septembre 2015, mais où se sont déjà réinstallées des tentes. Un camp discret, mal visible, peu médiatisé, les quais de la Gare, donc en bord de Seine, en contrebas de la gare d'Austerlitz. Je pensais vous parler de ces bords en plein centre, bords internes de la ville vécue, quotidienne, traversée, investie, bord de la visibilité, bord du temps, bord du droit, et aussi de la multitude de bords qui, en vérité, se sont succédés et même acharnés là-bas, dans une histoire qui est pourtant déjà, sur ces rives, comme submergée. Le camp de migrants d'Austerlitz n'était pas le plus visible à Paris, il y avait pourtant quelque chose de sidérant dans son emplacement même. Il se tenait en contrebas, en contrepoint, si vous voulez, d'un autre lieu très voyant, celui-ci, qui s'appelle la Cité de la mode et du design, une sorte de paquebot vert acide, cru, imposant, souverain, posé directement sur les rives de la Seine, et le camp s'était établi juste devant, sous l'escalier qui conduisait depuis les rives du fleuve vers une sorte de discothèque en plein air intégrée à cette Cité de la mode et du design, le Wanderlust, dont les migrants pouvaient capter le réseau Wi-Fi quelques heures par jour, au bord de la mode, donc, avec son idée à elle du bien, de ce qu'est le bien, en l'occurrence des biens, où gît souvent le bien dans notre forme de vie quotidienne, notre forme de vie à nous, et cela vaccine contre toute tentation de faire le malin ou le vertueux, puisque cette cité de la mode dit quelque chose de profondément nôtre et partagé. En tout cas, une sorte d'indifférence réciproque était contrainte de s'installer sur ces bords, puisqu'il fallait beaucoup de volonté ou simplement de gêne ou de sidération pour invisibiliser ici le camp, pour tenir son verre au-dessus des tentes. Et accessoirement, il fallait beaucoup de force d'âme ou d'épuisement pour réussir à s'endormir sous la piste d'une discothèque. Ce camp et cette cité se situaient aussi en face du siège de Natixis, la banque de financement et de gestion de la Banque populaire, une banque au carré, une banque de banques. Un camp de migrants a ainsi vécu pendant plusieurs mois au bord de ce que notre mode de vie et son empire d'échange et de visibilité peut avoir de plus cru. Mais il y a plus, et j'imagine que vous y pensez déjà, il se tenait aussi, ce camp d'Austerlitz, à quelques dizaines de mètres de la BNF, de la Bibliothèque nationale, de la très grande bibliothèque, un lieu où nous allons beaucoup, nous, ou pas mal d'entre nous. Le camp s'était installé à quelques dizaines de mètres de cette scénographie à la fois splendide et inhabitable, avec ses 4 livres dressés, murés, ouverts les uns sur les autres, des livres qui ne sont pas à lire mais à regarder médusés, des livres qui sont des entrepôts de livres, puisque les lecteurs de la Bibliothèque nationale ont été, eux, placés en sous-sol, au bord d'un jardin interdit,
où pendant les premières années tombaient en direct les cèdres du Japon qui avaient été plantés ici, acheminés jusque-là, harnachés par de lourds câbles, jusqu'à ce sol parisien qui ne les voulait pas, qui ne les nourrissait pas. Et puis ce n'est pas tout, car c'est encore à quelques dizaines de mètres du camp de migrants et de la BNF, donc, au 43 quai de la Gare précisément, que pendant la Seconde Guerre mondiale, les SS avaient ouvert ce qui s'est appelé le camp annexe d'Austerlitz. C'est là qu'ont été transportés les biens pillés aux Juifs. C'est sur les étagères de cette toute autre bibliothèque, de cette sorte de magasin général du nazisme, qu'étaient rassemblés les livres, les collections et les objets spoliés et en transit pour l'Allemagne, par exemple la collection de livres de Marc Bloch ou celle du fils de Durkheim. Il y avait même une section enfer dans ce lieu de spoliation au bord duquel, 50 ans après, s'est donc édifiée la nouvelle BNF. Sebald, le romancier de la mélancolie, a consacré à cette coïncidence exorbitante quelques lignes dans son récit Austerlitz, quelques lignes seulement, mais très frappantes et très accusatrices. Je le cite, « Sur le terrain vague où s'élève aujourd'hui cette bibliothèque, délimitée par le triangle de la gare d'Austerlitz et du pont de Tolbiac, il y avait jusqu'à la fin de la guerre un vaste entrepôt où les Allemands regroupaient tous les biens pillés dans les appartements des Juifs parisiens. Et là-bas, sur le terre-plein d'Austerlitz-Tolbiac, s'est entassé à partir de 1942 tout ce que notre civilisation moderne a produit pour l'embellissement de la vie ou le simple usage domestique, depuis les commodes Louis XVI, la porcelaine de Meissen, les tapis persans et les bibliothèques complètes, jusqu'à la dernière salière et poivrière. » Alors Sebald exagère si l'on veut, parce que ce n'est pas exactement au même endroit, ce n'est pas un lieu qui en a recouvert un autre, mais qu'importe, puisqu'il a ainsi identifié et nommé cette rencontre si tragique et si propre au siècle dernier, entre l'histoire de la culture et l'histoire des violences de masse. La culture regarde désormais ce que Malraux avait appelé un homme précaire. L'homme précaire et la littérature, c'est le titre de son tout dernier livre, qui disait très fermement que le lecteur, désormais, est un homme à l'humanité précarisée, quelqu'un qui est aussi mutilable et exilable et perdable que ses livres. La culture moderne, donc, parle de notre vulnérabilité, elle parle à notre vulnérabilité, et le voisinage exorbitant du camp annexe d'Austerlitz, de la BNF et du campement des migrants dit quelque chose de cela. Son voisinage avec la cité de la mode et du design aussi, qui s'occupe de ce que Sebald appelle ces objets d'embellissement de la vie et de l'usage domestique, où nous engageons une bonne part de notre propre forme de vie. Alors dans cette rencontre exorbitante, encore une fois, entre l'exil, la persécution, la bibliothèque et les rêves enfouis dans les objets, peut-être pensez-vous déjà à Walter Benjamin, Benjamin dont les papiers ont probablement transité par ce camp annexe d'Austerlitz, Benjamin qui avait ressenti très tôt, adolescent, ce qu'il a appelé le besoin intérieur de posséder une bibliothèque, Benjamin dont le séjour fut si souvent l'exil. Emballer et déballer sa bibliothèque, Benjamin y a consacré bien des pages et bien des jours. Il a connu cela beaucoup de fois dans sa vie et de façon de plus en plus grave. Depuis son émigration à Paris en 1933, quand il a quitté définitivement l'Allemagne, comme Spitzer, comme Auerbach. Patrick a parlé ce matin de cette solidarité entre philologie et histoire chez Klemperer. Jusqu'au suicide de Benjamin en septembre 1940 à Portbou, alors qu'il tentait de partir pour les États-Unis, fuyant devant la Gestapo. Sa vie est ponctuée par des déplacements et des tentatives pour y sauver les livres. Elle se marque par la double histoire de ces déplacements et des lectures dont témoignent des cahiers très étonnants, publiés, qu'il a toujours tenus, où il notait simplement les titres des livres lus et les lieux de lecture. Et la substitution des lieux les uns aux autres s'accélère très rapidement dans ces cahiers, manifestant à quel point les abris de Benjamin se sont faits de plus en plus précaires. On relève au moins 15 changements d'adresse à Paris
entre 1933 et 1938, et dans le même mouvement, sa bibliothèque s'amoindrit. Benjamin tentait pourtant toujours de sauver quelque chose de cette bibliothèque en la faisant envoyer en lieu sûr, ou bien, et c'est peut-être pas si différent, en déposant une partie chez ses amis, chez les Brecht à Paris par exemple. Et Brecht avait peur de ne plus voir Benjamin une fois que celui-ci aurait récupéré ses livres. Mais il n'est pas parvenu à lutter contre la dispersion. Il a d'abord abandonné ses manuscrits, puis, fuyant vers l'Espagne, il n'a pu emporter que son masque à gaz et ses effets de toilette. Comme s'il avait porté sur ses épaules cette tragédie de la culture qui a marqué tout le siècle et que Zebalg ancre sur le quai de la gare d'Austerlitz, et les rayonnages oublieux de la bibliothèque qui désormais s'y dresse. Je passe encore quelques minutes en compagnie de Benjamin pour réfléchir à cette solidarité entre culture et violence pour le siècle passé. Parce que son histoire aura été celle d'un constant et violent dépouillement, donc, et pourtant il n'aura cessé de réfléchir au bonheur propre du collectionneur. C'est d'ailleurs ce sur quoi se clôt son tout dernier article. J'ai connu une suite d'années, écrit-il, où les transports les plus doux m'ont été inspirés par les pièces d'une collection que j'avais rassemblée avec une patience ardente. Depuis 7 ans que j'ai dû m'en séparer, je n'ai plus connu cette brume qui se formente à l'intérieur de la chose belle et convoitée vous grise. Mais la nostalgie de cette ivresse m'est restée. Il y a effectivement un monde des choses, un champ des choses, une magie dans les choses. Pasolini parlait du rêve des choses, il sogno di una cosa. Et d'ailleurs, Benjamin ne collectionnait pas seulement les livres, mais aussi les cartes postales, les jouets anciens, tous ces objets où se ramasse une promesse de bonheur et qui donnent un tour très particulier au fait même de la possession, une sorte de profondeur spirituelle à la vie matérielle ou une force morale aux objets quotidiens. Benjamin est celui qui nous aura pour toujours ouvert à cette idée si étrange que les choses rêvent, les choses nous rêvent. Ce rêve des choses et tous les petits objets qui ont intéressé Benjamin rejoignent une dernière fois bizarrement, avec indécence, les préoccupations d'une cité de la mode et du design, ce très lourd palais de la visibilité qui n'est décidément pas facile de faire sortir de la scène. Et c'est donc dans tous ces sillages, c'est-à-dire dans une traîne absolument contradictoire, qui ne peut être rapportée à un seul et majestueux bateau, mais à tout ce qui se mêle dans notre forme de vie, c'est dans tous ces sillages donc que s'est écrite l'histoire du quai de la gare, sidérante, mais peut-être le sont-elles toutes. Sidérantes en tout cas ces voisinages dans leur indécence entre des poches d'espace qui ne doivent pas communiquer et le font d'autant mieux de ne pas communiquer que tout cela se déroule au bord d'un fleuve. Sidérante aussi cette répétition d'un camp dans un tout autre camp. Sidérante cette sorte d'obstination de l'histoire, d'acharnement des bords à se faire encore plus bords. Sidérante enfin cette mémoire qui ne parvient pas à se constituer et cette évidence d'un impossible côtoiement. Des bords en plein centre, donc acharnés à rester toujours plus limitrophes. Parce qu'on pourrait placer ça effectivement sous le signe de ce mot limitrophe. Limitrophe, ça vient de limes, la limite, la frontière, il nous en a été très bien parlé, et de trophée, l'action de nourrir, l'aliment. On appelait limitrophi fundi les terres attribuées aux soldats stationnés aux frontières pour qu'ils puissent assurer leur subsistance. Le limitrophe, c'est ce qui se tient au bord, à la limite, vit sur la frontière et y fait son séjour. C'est ce qui se nourrit à la limite et se nourrit de la limite. Mais c'est aussi d'une certaine façon ce qui nourrit la limite, l'épaissit, la densifie, puisque les frontières ne sont pas des lignes, mais des rubans épais, denses, complexes, comme l'a bien expliqué Michel Agier. Et encore, limitrophe, c'est ce qui aggrave la limite, la diversifie ou en complique le sens.
Je pense à la petite torsion que Derrida faisait subir à ce terme dans L'animal que donc je suis. Il proposait, je cite, de laisser à ce mot un sens à la fois large et strict, ce qui avoisine les limites, mais aussi ce qui nourrit, s'entretient, s'élève et s'éduque, se cultive au bord de la limite. Il ajoutait la limitrophie, voilà donc le sujet. Tout ce que je dirais ne consistera surtout pas à effacer la limite, mais à multiplier ses figures, à épaissir, délinéariser, plier, diviser la ligne, justement en la faisant croître. Alors c'est quelque chose de cet ordre qui s'est joué sans doute et continue de se jouer sur ces bords de Seine, ces bords de la ville et de la vie visible, là où un espace jouxte de tout autres espaces, là où un temps frôle de tout autre temps, mais là aussi et surtout où des espaces et des temps et des groupes humains s'abstiennent l'un de l'autre, dans le confinement de quelques-uns au sein d'une étroite enclave, et dans l'introuvable expérience d'un côtoiement. Or, le côtoiement, c'est justement la tâche politique. Ça nous a très bien été exposé, étant donné la rotondité de la Terre hier. Il faut faire avec les autres, avec le voisin. Le côtoiement, c'est la tâche politique. C'était pour Claude Lefort le mot même de la démocratie, s'accorder à se côtoyer. Et par exemple, s'accorder à se désaccorder. Avant même la relation, en effet, le côte à côte, le bord à bord, le côtoiement. Et Lefort ajoutait de ce point de vue qu'on ne saurait localiser l'homme dans la société. Il n'y a pas quelque chose comme la société qui serait un contenant, comme un pays dans lequel on se tiendrait. Il n'y a justement que des mouvements d'aller vers ou de s'abstenir d'aller vers, de côtoyer. On peut encore le dire avec les mots du poète Claude Mouchard dans un pamphlet poème intitulé « Papier », vos papiers. Je cite Claude, « Quel bord nous sépare, nous, Français, Européens, Occidentaux, de ceux qui, venus d'Afrique, d'Asie ou de divers pays de l'Est, tentent désespérément de le franchir. Ce bord n'est pas seulement fait de frontières, barbelés ou camps de rétention, nous le sentons passer parmi nous un peu partout, dans les villes ou dans les campagnes, il se fait partout sentir entre nous, dans nos vies ordinaires, et eux. Il sillonne et transforme le dent commun, il passe au milieu de tout ce en quoi nous pourrions aveuglément nous croire entre nous. » Il a raison, notre bord, en effet, ce n'est pas seulement une affaire d'espace, ce sont les bateaux glissant vers nos côtes, ce sont tous ceux qui arrivent et qui nous arrivent. C'est un bord qui nous passe au milieu, qui nous divise, nous révèle déchirés et disjoints, le nous et le dent interrompus par ce qui vient, le bord faisant irruption et interruption en plein centre. Ces bords qui ne sont plus des bords, mais comme des blessures de la ville, ou des revers de la ville dans la ville, mais aussi des versants de la vie, des côtés du monde, des bons ou des mauvais côtés du même monde. Donc je voulais vous parler de cela en donnant ce titre à Dominique, des bords en plein centre, du quai de la gare, de cet encampement de plus en plein Paris, de ces seuils démultipliés, de ces espaces inhabitables et pourtant habités, de migrants auxquels on se rapporte par leurs peines et leurs pertes, qu'on ne perçoit que comme des spectres, d'un impossible côtoiement, d'une mémoire défaillante, et du sentiment de sidération qui naît de tout cela et de la violence que cette sidération autorise quotidiennement. Mais je me suis dit qu'on pouvait aussi tenter un chemin différent, tenter de parler des vies qui aussi se tiennent, ont à se tenir en plein campement, de migrants qu'on ne saisirait pas seulement par leur invisibilité, et leur distance à la plupart de nos vies, eux à qui il arrive cela qui, à nous, ne nous arrive pas, mais de migrants auxquels on se rapporterait aussi par leurs gestes et leurs rêves et leur vie effective, puisque eux, c'est la leur, c'est ça leur vie, maintenant.
et alors et surtout du mouvement non plus de sidération, mais de considération qui devrait nous animer. De considération, c'est-à-dire d'observation, d'attention, d'égard, d'estime, de prévenance, selon le mot qui a été prononcé hier par Patrick Boucheron au sujet du regard porté par Sylvain Piron sur Opicino, de prévenance et par conséquent de réouverture d'un rapport et d'une proximité possible. Sidérer, considérer, c'est ce battement que je souhaite placer donc au cœur du propos. Sidérer, se laisser sidérer par tout ce qui est en effet et sans trêve sidérant, c'est souvent aussi rester médusé, pétrifié, enclos dans une émotion qui n'est pas une motion, une stupéfaction où s'épuise en quelque sorte la réserve de partage, de lien et d'action que pourrait nourrir la connaissance que nous avons de ces situations, mais qui reste une souffrance à distance. Alors ce n'est pas rien, comme l'a montré Luc Boltanski, ce n'est pas rien, la souffrance à distance, mais il y a évidemment en elle un risque d'enclore ceux qui arrivent là où ils sont déjà confinés et de rester nous-mêmes au bord de notre propre présent et de ce qui nous y requiert. Et considérer, ce serait au contraire aller y voir, tenir compte des vivants, de leur vie effective, de leur grande vie, et d'éclore ce que la sidération enclôt. Sidérer, vous savez, ça vient de Sidus Sideris, l'étoile. Il y est question de subir l'influence néfaste des astres, d'être frappé de stupeur, et il faut y associer d'emblée tous les verbes de l'immobilisation dans le spectacle de la terreur, méduser, atterrer, pétrifier, interdire. Le latin avait aussi assiderare, congeler, glacer, frapper de torpeur. Il avait également desiderare, désirer, vouloir intensément, éprouver un manque, un regret ou un besoin, en l'occurrence la nostalgie d'une étoile, mais le latin avait aussi donc considerare, qui nommait la contemplation des astres, parce que les astres doivent se regarder avec attention, avec intensité et avec patience. Considérer, en effet, c'est regarder attentivement, c'est avoir des égards, faire attention, tenir compte, ménager avant d'agir et pour agir, c'est le mot du prendre en estime, du faire cas de, et c'est aussi le mot du jugement, du droit, de la pesée, du scrutin. C'est un mot de la perception et de la justice, un petit peu comme l'attention, faire attention. Il désigne cette disposition où se conjugue le regard ou l'examen par les yeux ou la pensée et l'égard, l'accueil réel du divers, le scrupule, la pensée en fait. Et devant des événements aussi violents que la crise des migrants, il est plus immédiat, plus commun de se laisser sidérer que de considérer. Mais le sujet de la sidération n'est pas exactement le sujet de la considération. Le sujet de la sidération voit l'extraordinaire des campements. Il se nourrit d'images où il reconnaît la relégation, la misère, la souffrance auxquelles il s'attend, et dans cette reconnaissance est sa vertu, sa compassion. Mais ici, l'abondance des représentations visuelles a masqué la faiblesse des informations. C'était très frappant pour le camp d'Austerlitz. La faiblesse des analyses et des débats politiques. Le sujet de la considération, lui, devrait regarder, voir qu'il y a là des vies, juger, soigner et tenter de se rapporter autrement à ceux auxquels il fait ainsi attention et par les vies desquels il devrait aussi pouvoir être surpris. On peut tenir la considération, cette perception qui est aussi un soin, ce regard qui est aussi un égard, on pourrait la tenir, enfin j'aimerais la tenir pour une vertu de poète. Ponge, par exemple, réclamait qu'on eût, c'était son mot, des égards pour la réalité. Être un écrivain, c'est avoir des égards pour la réalité dans la façon d'en parler. C'était ce qui appelait en lui la rage de l'expression, une colère contre tous les bâclages
et les inattentions de tous ordres, au premier chef dans la parole. Et il avait inventé là quelque chose comme un droit du réel, un droit du réel devant lequel, parlant, nous n'aurions que des devoirs, qui pourraient même faire appel contre nous, porter plainte contre nous, quand nous bâclons la façon dont nous le qualifions. Je cite les premières pages de La rage de l'expression. J'aime bien cette idée qu'il y a une colère dans l'attention. La colère, c'est pas seulement ruer dans les brancards, c'est aussi considérer que l'ennemi, c'est l'inattentif, c'est celui qui regarde pas bien, qui dit pas bien, qui fait pas attention. Donc ça, moi, je l'ai reçu de Ponge. Je vous le cite. « Reconnaître le plus grand droit de l'objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème, aucun poème n'étant jamais sans appel à minima de la part de l'objet du poème, ni sans plainte en contrefaçon. L'objet est toujours plus important, plus intéressant, plus capable, plein de droits. » L'objet est plein de droits. Et je me disais, paix à son âme, bien sûr, mais on peut aussi choisir ses poèmes. Je me disais qu'il faudrait sans doute comparer cette poésie de l'égard, de la considération presque juridique, donc, à la poésie de la compassion que réclamait Yves Bonnefoy. C'était son mot à lui, une compassion pour les mortels dont il faudrait aimer la finitude, parce qu'on a la finitude en partage, une compassion pour la vie en général, pour les lieux même. Je cite Bonnefoy, « Ce n'est donc pas de l'antipathie pour le concept. Ce que je demande à la poésie, je dirais plutôt que c'est de la compassion. La compassion, c'est une pitié toute chrétienne pour la vie même. La considération, que moi j'associe à Ponge, mais qu'on pourrait associer à Pasolini, à Rilke, à Baudelaire, elle me semble bien plus politique, moins humanitaire, si on veut. La considération, c'est demander qu'on scrute les différences avec infiniment d'attention, c'est demander à la fois qu'on dise avec justesse et qu'on traite avec justice, avec égard. Et la poésie, encore une fois, peut avoir quelque chose de moteur dans cette exigence de considération. Et puis considérer, c'est un mot que j'ai... Tiens, c'est tombé, grâce à Ponge. Considérer, c'est un mot que j'ai entendu résonner d'une façon assez éclatante, assez provocante, dans les textes et les actions d'un collectif que vous connaissez peut-être, collectif de politologues, de juristes, d'urbanistes, d'architectes, qui porte le beau nom de Pérou, le Pérou. Le pôle d'exploration des ressources urbaines, c'est le Pérou donc. Le Pérou qui est dirigé par Sébastien Thierry et présidé par Gilles Clément, que vous connaissez sans doute. Le Pérou pense et agit dans les campements et dans les bidonvilles, dans les jungles suburbaines, dans les sous-bois, sur les talus d'autoroute et les bords de la Seine. Il émane d'ailleurs d'un premier projet, celui des enfants de Don Quichotte, qui avait installé il y a une dizaine d'années des tentes pour les sans-abri au bord, encore un bord du canal Saint-Martin, et des tentes qui devaient être bien visibles. Il les avait choisies et placées pour qu'on les voie. Et dans ces lieux dans lesquels ils agissent, qui ne sont jamais des non-lieux, qui ne sont jamais des lisières, tout simplement parce que des vies effectives s'y vivent, en dépit des conditions qui leur sont faites. Dans ces lieux, donc, le Pérou lutte contre la destruction et le démantèlement, il accompagne la construction, il prend soin du peu qui a été bâti, il prend soin de ce qui existe, cultive, relève, comme font les architectes ou les urbanistes, documente l'existant, bref, le considère et agit à partir de lui. Par exemple, à Ris-Orangis, dans un campement rome édifié au bord de la Nationale 7, sur l'un de ces espaces qu'on appelle des délaissés urbains. Au milieu des cabanons, le 22 décembre 2012, s'est inaugurée ce qui s'est appelé une ambassade du Pérou, avec une salle de réunion, une piste de danse, des espaces de conseil juridique. Ce bâtiment précaire était conçu pour entraver le passage des pelleteuses, c'était ça d'abord, le but. Mais c'était aussi, et pour de bon, une ambassade, c'est-à-dire un corps diplomatique conçu pour faire se nouer d'autres relations avec les acteurs en présence, puisqu'on cherchait
à coopérer avec le Conseil général, à trouver des fonds pour construire et accompagner ce qui s'était déjà construit, en misant donc sur des vertus déjà exercées dans l'espace du bidonville. Et Jean-Christophe Bailly, ce poète, cet écrivain, dramaturge que vous avez entendu ici, je crois, il y a 2 ans, et dont je vais reparler dans un instant, Jean-Christophe Bailly s'est intéressé à cet espace et il précisait, je cite, « Il était beau et juste que le lieu censé incarner cette possibilité physique se soit appelé ambassade. C'était dire d'un seul coup que son potentiel et sa visée n'étaient pas ceux d'un cercle refermé sur lui-même, mais au contraire d'une ouverture ou d'un seuil permettant d'activer des relations avec l'extérieur, réseaux et associations diverses, relais favorisant les actions d'affirmation du groupe, voire plus simplement les démarches que ceux qui le composent sont amenés à faire auprès des administrations ou des services. Un bureau, une salle de réunion, une piste de danse, donc, pas une demeure, évidemment pas, certainement pas, mais quelque chose qui déjà tente d'approfondir l'accueil sans le refermer et qui dessine déjà en soi une autre image de cet accueil et des formes du regroupement. 100 jours plus tard, pourtant, tout cela a été rayé de la carte. Le 23 mars 2013, 100 jours après exactement, un arrêté signé du maire a mis en demeure les habitants du bidonville de quitter les lieux. 3 jours après, les forces de police, accompagnées de pelleteuses, ont détruit les habitations précaires et dispersé leurs occupants. L'arrêté municipal qui ordonnait cette destruction sidère et accable, arrêté extrêmement copieux et fourni, un très long texte, scandé par plus de 70 occurrences du mot « considérant », considérant les risques sanitaires, considérant l'indignité des conditions de vie, considérant jamais les vies, mais considérant l'indignité, les risques, considérant l'illégalité, considérant ce qui est toujours présenté comme une situation de péril imminent et d'inhumanité, et tout ce qui permet de présenter la démolition comme un sauvetage, et considérant même, et c'est une ruse de la parole dans ce texte administratif, considérant, je cite, l'excès de liens et de guirlandes lumineuses qui relient l'ambassade du Pérou au lieu-dit la place des fêtes. Le Pérou, donc, a consacré un collectif à l'examen méticuleux de cet arrêté, à sa traduction, à sa parodie aussi, un collectif intitulé justement « Considérant », où les distorsions de la langue administrative le cèdent progressivement à d'autres façons de se rapporter à l'existant, d'agir à partir de lui et de ce qui s'y invente, d'y faire attention, décidément de le considérer. Car ce qui a été démoli en ce jour de mars à Rissorangis, ce sont des lieux très provisoires, très inhabitables et pourtant habités, dont certains s'étaient fait un séjour. Ce sont des lieux, mais aussi des idées de vie, qui se tenaient tout à fait hors de la vie ordinaire, mais qui disaient qu'on pourrait faire autrement, qu'on pourrait accueillir autrement. Ce n'est pas que le bidonville soit le bon lieu d'accueil, évidemment non, un lieu qu'il faudrait favoriser ou pérenniser, mais que c'est à partir de ce qui s'y improvise et en se mettant à son écoute, en le considérant, qu'on peut imaginer cet accueil. Ce qui pérennise les bidonvilles, ce ne sont pas les associations qui tentent de protéger les habitats frêles, ce sont les pelleteuses qui détruisent et ça se reconstruit 500 mètres plus loin. Donc il ne s'agit pas de condamner à vivre là, mais d'équiper un présent. Plus les bidonvilles seront vivables, plus vite on pourra en partir et en laisser partir. Prendre en considération ici, c'est donc pas seulement regarder, même si ce n'est pas encore agir, c'est se mettre à l'écoute de l'idée qu'énonce tout état de réalité. C'est reconnaître dans les cabanons les lieux d'une vie quotidienne prise dans le temps, des lieux où des vies effectivement tentent de se tenir. C'est par exemple, comme Michel Agier, avoir l'audace de penser que sur ces bords et ces délaissés urbains, dans l'encampement du temps présent, se joue aussi quelque chose de terriblement important pour nos villes, pour nos propres modes d'habitation, pour nos propres formes de vie, pour le monde urbain qui vient.
Et donc il ne faut pas seulement se laisser sidérer par ce qui est sidérant, il ne faut pas l'enclore dans une situation de monstruosité, mais le déclore et s'y rapporter comme à l'un des centres effectifs de notre monde et du genre de ville auquel le présent fait déjà place. Je cite Michel Agier dans Un monde de Caen. Ni monstrueux ni pitoyables, ces lieux de l'écart pourront être perçus sous un jour nouveau, une fois replacés dans la perspective de la société mondiale à venir. Je cite encore, ce que les camps anticipent de manière radicale, c'est une problématique de la vie et de la citoyenneté aux marges contraintes de l'État-nation. De manière radicale, parce que ce qu'engendre la politique de mise à l'écart des indésirables, ce sont des camps qui durent, des configurations urbaines bizarrement pérennes, des nouvelles centralités de la marge dont se rapprochent beaucoup les marges urbaines ordinaires, même si la mémoire des lieux a beaucoup de mal à se constituer dans ces contextes qu'on suppose provisoires. Et puis à Calais aussi, le Pérou propose des formes d'action surprenantes, ni autoritaires ni humanitaires. Il prend soin des baraquements. Il tente de riposter aux forces de démolition en construisant avec les migrants et en tenant compte de ce qu'ils ont déjà fait. Ce n'est décidément pas pour installer le bidonville, c'est essentiel de le souligner, parce que c'est de ça qu'ils sont accusés, de favoriser l'installation de conditions toujours plus indignes, mais c'est plus simplement pour faire cas des vies et avoir des égards pour ce qui se révèle être des lieux de vie. Il faut évidemment voir et toujours voir la souffrance, la douleur, les tensions partout, mais il faut aussi reconnaître ce qui existe et ce qui est en train de se faire, ne pas rencontrer les personnes uniquement à partir de leur souffrance, mais aussi à partir de leur héroïsme, de leur réalisation, de leurs espoirs démesurés, et commencer donc par prendre acte du déjà construit, de l'habiter, comme d'un territoire non d'indignité, mais décidément d'idées. Et voici le texte rédigé par le Pérou, après le début de la destruction de la jungle de Calais, il y a un peu plus de 6 mois, considérant que la jungle de Calais est habitée par 5000 exilés, non pas errants, mais héros, rescapés de l'inimaginable, armés d'un espoir infini, considérant qu'ici même vivent effectivement des rêveurs colossaux, des marcheurs obstinés, que nos dispositifs de contrôle, procédures carcérales, containers invivables s'acharnent à casser afin que n'en résulte qu'une humanité rebue à gérer, placer, déplacer, considérant que Mohamed, Hamid, Zimako, Youssef et tant d'autres s'avèrent non de pauvres démunis, mais d'invétérés bâtisseurs qui, en dépit de la boue, de tout ce qui bruyamment terrorise ou discrètement infantilise, ont construit en moins d'1 an 2 églises, 2 mosquées, 3 écoles, un théâtre, 3 bibliothèques, 1 salle informatique, 2 infirmeries, 48 restaurants, 24 épiceries, 1 hammam, 1 boîte de nuit, 2 salons de coiffure. Considérant que chacun des habitats ici dressés, tendus ou plantés porte l'empreinte d'une main soigneuse, d'un geste attentif, d'une parole liturgique peut-être, de l'espoir d'un jour meilleur sans aucun doute, et s'avère une écriture bien trop subtile pour que tant de témoins dont les yeux n'enregistrent que fatras et cloaques, dont les yeux n'enregistrent que fatras et cloaques, considérant que quotidiennement, depuis début septembre 2015, des centaines de Britanniques, Belges, Hollandais, Allemands, Italiens, Français construisent dans la jungle, considérant cela, donc, le Pérou déclare, premièrement, que la destruction s'avère un acte de guerre irresponsable, conduit non seulement contre des constructions, mais aussi contre des hommes, des femmes, des enfants, des rêves, des amitiés, des histoires, non seulement contre le bidonville, mais contre ce qui fait ville, à Calais. Deuxièmement, que résister nécessite de riposter enfin au déni de réalité généralisée, de rendre célèbre ce qui s'affirme aujourd'hui à Calais, de faire retentir le souffle européen qui s'y manifeste. Troisièmement, que penser et agir de nouveau à Calais, au devant d'une situation monde qui nous concerne tous,
c'est s'inspirer des gestes de celles et de ceux qui construisent inlassablement, en dépit de la haine qui porte le nom de politique publique. C'est risquer d'autres formes d'écriture politique de l'hospitalité, de ce que nous avons en commun, de notre République. Considérer donc toujours, et d'ailleurs ce qu'il y a de franchement sidérant à Calais aujourd'hui, c'est autre chose, vous le connaissez peut-être, c'est un projet public dont vous avez peut-être connaissance, celui d'un parc d'attractions qui s'appellera Heroic Land, qui mettra en scène des héros de jeux vidéo dans des espaces dédiés, et dont la maire de Calais a obtenu le financement, 275 millions d'euros, en compensation de la crise migratoire. Un projet invraisemblable, en décrochage complet avec le réel, un projet inconsidéré. Et le Pérou propose donc très pragmatiquement d'allouer une partie du financement de ce délirant projet à d'autres politiques publiques, à un chantier qui serait beaucoup plus crucial, celui de l'hospitalité. En cultivant l'existant à Calais, en prenant soin des relations qui s'y affirment, en documentant ce qui s'y construit et en faisant apparaître l'héroïsme, le vrai, et en le soutenant. Et puis, j'en ai bientôt fini, à partir de ces considérations, de ces prises en considération, s'en présenteraient beaucoup d'autres, dans des lieux toujours en bordure ou en lisière de la ville visible et de la vie visible, et où la frontière ne passe pas entre un « eux » et un « nous », mais entre des façons de se rapporter à ce qui existe et à ce qui cessait. Par exemple, la considération qui anime la cinéaste Claire Denis dans son tout dernier documentaire, vous l'avez peut-être vu, Le bois dont sont faits les rêves, film merveilleux, Le bois dont sont faits les rêves, sa considération donc pour toutes les sortes de vies qui se font un séjour et se tentent dans le bois de Vincennes, depuis les contacts sexuels plus ou moins furtifs et plus ou moins heureux, jusqu'aux cabanons nichés sous les arbres, aux fêtes, ou aux souvenirs totalement arasés de l'université de Vincennes, dont il reste un bout de tuyau, cette autre université qui s'était à la fois tentée et prouvée dans ces espaces où quelque chose à la fois s'écarte, se cache, s'abrite et se tente. Par exemple aussi la considération, et je reviens à lui, qui anime tous les projets de Jean-Christophe Bailly dont je parlais plus haut, tout particulièrement dans ce très beau livre intitulé « Le dépaysement », où Bailly s'interroge sur notre pays et va y voir patiemment, compliquant justement à force de considération les oppositions un peu bâclées entre centre et bord, entre haut lieu et non-lieu. Le sujet de ce livre, vous le savez, c'est la France, ce qu'elle est. Son but est de comprendre, je cite, ce que ce mot désigne aujourd'hui et s'il est juste qu'il désigne quelque chose qui n'existerait pas ailleurs. Et l'idée fut donc d'approcher la pelote de signes enchevêtrés mais très souvent divergents, et c'est ça qu'il faut accepter, accueillir, prendre en charge, qu'est la France en divers lieux, soit, je cite, qu'ils aient semblé incarner des points de cristallisation de la forme nationale interne, soit au contraire parce qu'ils étaient sur des bords. Et Bailly de préciser qu'une forme sans bord, ça ne peut pas même exister. Mais que c'est justement parce que certains croient que ça existe comme une entité fixe alors que ça existe autrement, sur un autre mode, qu'il faut aller voir avec patience et sens réel du divers, de quel enchevêtrement donc de lignes bien différentes le pays est fait, lignes d'affirmation, d'étirement, d'adhérence et de désadhérence, de panne, d'évasion ou de rêve. Ce pays, ce n'est pas un contenant, décidément, ce n'est pas un dent, mais c'est précisément une forme. Et Bailly a cette belle image. La forme pays, dans le cas de l'hexagone, ce n'est pas cette sorte d'équilibre géométrique et si bien centré que souvent on nous a enseigné, qu'à ma génération encore on enseignait. Regardez comme c'est bien dessiné. Ça ressemble plutôt, dans ses lignes à lui, à une peau de bête écartelée, étirée, vers ses bords, tendue, trouée, en bien des endroits prête à céder. Une force centrifuge, donc, qui se comprend moins dans son cœur que dans les façons très diverses dont s'y vivent les frontières,
dont acceptent de s'y vivre les frontières. Une configuration mouvante que Bailly est donc essentiellement allé voir sur ses bords externes, loin du centre, là où le pays s'en va vers ailleurs, ou bien là où il rechigne à s'en aller vers ailleurs, comme tous ces ports qui tournent le dos à la mer. Il s'agissait là d'observer et de qualifier une diversité bien réelle d'effets de frontières ou d'effets de bord. La Bretagne, par exemple, qui est une entrée continue dans l'océan et qui assume pour tout le pays un rêve de partance sur un mode très frontal. Le nord et l'est qui filent de façon assez tranquille vers la Belgique et vers l'Allemagne, ou les environs de Verdun pris dans une autre force continentale, aplatie, tout imprégnée de batailles et de morts. Et puis il est aussi allé trouver la forme pays sur ses bords internes, ses bords en plein centre donc, tous ces lieux où se complique le sentiment de l'identité, ceux où l'espace s'alourdit, s'appesantit, où le sentiment de la vie est blessé, et ceux au contraire où ici est déjà un départ, libère une possibilité de fuite ou de réhabitation. Par exemple, le Bazacle, ce barrage qui aménage en plein Toulouse un passage pour les saumons, ou la passerelle du Cambodge à la cité universitaire à Paris, et tout près d'elle ce qu'il appelle Gentilly, Portugal, où une église niche dans une courbe du périphérique, au bord de Gentilly donc, et fait un site plutôt gai à la communauté portugaise de Paris. Bords externes, bords internes, la France lui apparaît comme un tenon placé à l'intersection de lignes qui partent ou justement qui peinent à partir. Et le pays, donc, ce n'est pas un contenant, un dent, c'est une configuration mobile d'effets de bord, en sorte que ce qui rend un pays vivable, quel qu'il soit, c'est la possibilité qu'il laisse à la pensée de le quitter. Donc c'est ça, le dépaysement, qui résulte de ces voyages en France. Et le dépaysement, c'est une protestation contre l'empaysement. C'est-à-dire que c'est surtout une décision. Il faut vouloir définir le pays comme quelque chose que l'on peut quitter et qui se définit justement par l'infinité de départ et d'entrée qui l'autorise, en pratique comme en pensée, et aujourd'hui, spécifiquement, c'est si clair en accueil. Et quand on lit le livre de Bailly, ça fait du bien de pouvoir vivre le pays comme quelque chose comme ça, quelque chose qu'on habite d'autant mieux qu'on peut le quitter, qu'on peut y laisser entrer, qu'on peut donc aussi en laisser sortir. Opposer le dépaysement à l'empaysement, c'est une décision donc. Il faut vouloir que le pays soit cela, espérer qu'il soit tel, protéger les espaces où il l'est, considérer donc toute cette émission de différence, s'y attarder, reconnaître ce qui s'y cultive. Et je vais finir par là, ce qui s'y cultive, parce que ça m'a fait penser à la grâce, ça m'a fait penser au chemin qui longe ce mur et qui continue jusqu'au prochain barrage. Bailly s'est par exemple intéressé aux jardins ouvriers de Saint-Étienne, au jardin posé comme ça. Il y aperçut un fragment discret d'utopie qui gît dans un ensemble de gestes. Et ces jardins sont ce qu'il appelle, et l'expression est ce qui m'a le plus retenu, la frange et la preuve. La frange et la preuve d'une autre vie et d'une autre ville possible. Je cite quelque chose de chantonné, de murmuré, que certains aux abords directs ou en haut lieu ne veulent plus ou ne savent plus entendre. Ce qui s'y joue, bien sûr, dans des jardins comme ça, c'est une certaine idée du rapport à l'espace et à la propriété. Moins de propriété, mais plus d'appropriation, plus de prise en main, plus de soins, de ménagement, de prévenance, et par conséquent d'enrichissement de ce qui est. Et Bailly d'ajouter « Tout ce que je raconte à propos des jardins se déroule sur un fond de misère à Saint-Étienne, je le sais bien, mais c'est ainsi la ritournelle demeure. » Et il a prolongé cette prise en considération dans un autre livre, conçu comme un parcours et un dialogue avec Alexandre Chemetov, architecte et fondateur du Bureau des paysages, qui avait en charge de réaménager un quartier de Saint-Étienne, celui de la Manufacture des Armes.
Et il en est résulté un livre, Changement à vue, qui est tout entier conduit par cette disposition à considérer vraiment un milieu, ce territoire stéphanois qu'on a qualifié de capitale des taudis, et qui justement méritait beaucoup plus d'égard, de vigilance, de sensibilité aux différences, et dans ce mot un peu bizarre, un peu déplacé, que risque Bailly, au chantonnement particulier, pas toujours beau évidemment, de chaque lieu, parce que chaque lieu est toujours un lieu de vie, peut-être pas celle qu'on voudrait, mais de vie. Et le mot considération et le prendre en considération saturent d'ailleurs véritablement leur dialogue. Je ne sais pas s'ils s'en sont aperçus. Pour l'écrivain, cette considération se joue dans une rage d'attention et de qualification, une sorte d'effort très pongien pour qualifier patiemment ce chant entonné par chaque chose, pour phraser l'idée de vie que chaque chose énonce, entonne, puisque toute chose dit son idée, non pas l'idée qu'on a d'elle, mais l'idée qu'elle est. Et pour l'architecte, avec sa mission d'intervention dans la ville, cette considération se jouait dans une façon de tenir compte de ce qui est, dans un désir d'accompagner, de réparer, de ménager, où une éthique de l'attention donc rencontre une économie du peu, pragmatiste, et où l'on rejoint le Pérou et sa façon de considérer l'existant dans une démarche économe, le contraire d'un aménagement, évidemment le contraire d'une destruction, le contraire d'un aménagement, une manière de ménager ce qui existe et de le traiter avec bienveillance. Alors je conclus, il y a quelque chose d'erratique, je m'en aperçois bien, peut-être aussi d'inconvenant dans le rapprochement entre tous ces bords dont j'ai tenté de parler, les légers jardins ouvriers de Saint-Étienne, les habitations archi-précaires du bois de Vincennes, les pauvres guirlandes qui reliaient dans la boue à Rissorangis l'ambassade du Pérou à la place des Fêtes, l'héroïsme pourtant si peu considéré des migrants qui ont construit à Calais, dans le plus grand dénuement et malgré la plus grande hostilité, des écoles, des bibliothèques, des restaurants. Alors est-ce qu'on peut tenir tout ça ensemble ? Je ne suis pas sûre de moi, mais je crois qu'il n'y a peut-être pas d'indécence à ces rapprochements, parce qu'il s'y entonne parfois le même genre de chant. Même à Calais, si l'on y va, quelque chose s'énonce qui surprend et qui n'est pas toujours un lamento, même si bien sûr cela s'enlève avant tout et pour toujours au-dessus d'un profond lamento, mais quelque chose aussi désire, jardine, avec soin, quelque chose de l'humain en acte, de l'humain toujours déjà là, de l'humain qui ne réclame pas exactement qu'on lui redonne sa dignité parce qu'en fait il l'a et il l'approuve, mais qu'on lui redonne des droits. Sophie Vanish l'a dit avec beaucoup de fermeté hier. Et je voudrais retenir une dernière fois cette expression, la frange et la preuve, dit Bailly à propos des jardins ouvriers, et en fait il le dit aussi à propos de l'ambassade du Pérou à Rissorangis, la frange et la preuve. Là où les franges, là où les bords ne sont pas une ombre, une lisière, mais une preuve. La preuve de quoi ? La preuve qu'une autre vie est possible. Ce qui intéresse tous ceux dont j'ai essayé de parler, c'est l'évidence qu'on pourrait faire autrement et notamment qu'on pourrait accueillir autrement. Imaginer pour eux, c'est pas inventer du tout neuf, c'est ménager, c'est-à-dire accueillir le possible dans ce qui est, le possible de ce qui est, c'est le déclore et décidément le considérer. Il ne s'agit évidemment pas d'exalter les situations de dénuement, mais pas non plus de s'y résigner. Ici, la porte est étroite parce qu'il faut dire qu'il y a parfois, et autour des publications, autour du rapport entre l'art contemporain et la crise des migrants, et autour des publications du Pérou aussi, il y a des artistes qui jouent un peu aux exilés. Donc la porte est étroite. Mais au meilleur de ces pensées ou de ces démarches, l'essentiel, ce serait de faire cas des vies qui se vivent dans ces lieux et qui, en tant que telles, ont quelque chose à nous dire du monde urbain qui vient et qui pourrait venir autrement. Mieux que des bords, donc, mieux que des bords délaissés et activement invisibilisés, des franges qui seraient déjà des preuves,
la preuve qu'on pourrait faire autrement puisqu'on fait autrement. Merci.